Nous recevons Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'Union populaire à l'élection présidentielle et leader de la France insoumise. Merci beaucoup d'être notre invité ce soir. Alors dimanche, vous teniez votre meeting à la Défense où étaient réunis à peu près 3000, un peu plus de 3000 personnes. Quelques heures plus tard... Vous m'en avez enlevé 2000, mais c'est bon, c'est bon. Ah bon? Non, laissez tomber. Non, écoutez, si c'est 5000... Non, mais comme c'est écrit dans la presse, d'accord. Ça doit être vrai. Bon, écoutez, on va... Pas de problème, allez-y, pardon, pas de temps. Voilà, Éric Zemmour nous tenait le sien donc à Villepinte avec plus de 10 000 personnes, entre 8 et 10 000. Allez, on va être clair. Avec des bagarres, on l'a vu au fond de l'immense salle. Est-ce que le nombre de participants disent tout de même, Jean-Luc Mélenchon, quelque chose de l'attirance que suscite Éric Zemmour? Ah bah oui, à l'évidence. On a depuis maintenant... quelques années, un glissement qui s'est fait dans la... On ne sait pas encore ce que le pays en pense, hein, puisqu'on n'a que des sondages. Mais oui, Madame Le Pen a banalisé, a été accompagnée amicalement dans sa banalisation par toute la classe médiatique. Et puis maintenant, il y a elle, et puis en plus, il y a lui qui est monté d'un cran, qui en rajoute dans tous les domaines, et qui parvient petit à petit à construire une force d'extrême droite, de masse, et violente, parce que les scènes qu'on a vues dans la salle attestent d'un potentiel de violence qui a laissé tout le monde, je crois, assez interloqué. Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, vous aviez été le premier à accepter de débattre avec Éric Zemmour, disant qu'il ne fallait pas le laisser propager ses idées, argument contre argument. Quand vous voyez dans cette salle de meeting les militants d'SOS Racisme qui interviennent, qui essayent de manifester, et ça déclenche bien sûr des réactions violentes, vous vous dites que c'est quoi la bonne méthode? Est-ce que tout est permis pour essayer de le combattre, ou est-ce qu'il y a une méthode qu'il faut quand même privilégier? Les jeunes d'SOS Racisme ont totalement sous-estimé la violence des militants qui se trouvent là. Et je ne suis pas surpris, parce que, vous savez, on en est au 3e ou 4e groupe d'extrême droite qui ont des armes, où il y a des arrestations, et tout le monde, à chaque fois, est sidéré de découvrir des gens qui ont des armes à la maison, qui se préparent à faire toutes sortes de choses. Parce que notre société est plus habituée à ça. Le maximum, c'est la polémique avec les mots qui montent un peu. Moi, j'en sais quelque chose. Hein. Mais la violence comme ça, non. Alors, pour ma part, je crois d'ailleurs que nous n'avons pas intérêt, parce qu'on a déjà essayé. On a fait ça au Père. Ça s'appelait le harcèlement démocratique. On n'y arrivait à rien du tout. Mais là, je ne crois pas qu'on puisse considérer... J'ai entendu des gens dire que c'était de la provoque. Non, il ne faut pas exagérer. Ils ne s'attendaient pas à une réplique aussi violente. Ils voulaient venir montrer un t-shirt. Ils sont courageux, hein, quand même. Hein. Mais ça prouve que bien le dire. Moi, je ne l'aurais pas fait. C'est pas forcément comme ça qu'il faut s'y prendre. Pourquoi pas. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'il faut faire attention, parce que ça donne une violence extrême. Mais encore une fois, je ne crois pas que leur intention était de provoquer ça. Ils n'avaient pas envie de prendre des coups de poing dans la figure ou des chaises, mais ils ont sous-estimé l'extrême droite. Vous savez, quand moi-même j'ai été menacé de mort, la justice s'en est mêlée à arrêter les coupables. Ils ont pris 10 ans de prison. Eh bien, j'ai encore des gens qui me disent « Oui, enfin bon, pas vraiment ». Ou bien, quand ce pitre sanglant qui s'appelle Papacito a fait une vidéo montrant qu'on allait nous poignarder, les gens disaient « Ah, bon, vous exagérez peut-être ». C'est-à-dire que c'est normal. Nous sommes des gens pacifiques et on n'a pas envie de penser que c'est possible une violence pareille. Ben si, c'est possible. L'extrême droite est très dangereuse. C'est pourquoi il faut, chaque fois qu'on peut, démanteler ses réseaux, embastiller ses dirigeants, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas souvent l'occasion de parler de politique étrangère, donc on va le faire ce soir. Donc les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine accusent Moscou de vouloir encore attaquer l'Ukraine en massant des troupes à la frontière. Alors faut-il s'inquiéter? Poutine est-il en train de bluffer comme le pensent certains? Écoutez, il y a un bon adage qui dit que la première victime de toute guerre est la vérité. Hein. Tout ça, c'est beaucoup de gesticulation, parce que c'était le cas il y a... De la part de qui, de gesticulation? Vous allez voir. Il y a 15-16 jours, jusqu'au président Macron avait dit « Nous allons garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine », ce qui est une belle bêtise, ce n'est pas ma position. Quoi qu'il arrive, je ne me mêlerai pas d'une chose pareille. Mais, il y a des troupes qui se massent et tout ça. Alors là-dessus, les Ukrainiens, qui sont quand même les premiers placés, disent « Ah non, non, pas du tout, le problème ne se pose pas comme ça, c'est un jour de guerre de plus, les Russes vont et viennent, etc. » Et le ministre des Affaires étrangères ukrainien va à Washington
et touché par la grâce, tout d'un coup dit « Ah non, il y a un problème sérieux ». Bon, tout ça n'est pas sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis d'Amérique et un certain nombre d'États européens qui répéteraient n'importe quoi venant d'eux veulent intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est-à-dire dans le dispositif général militaire des États-Unis d'Amérique. Voilà. Et en ce moment, ils sont dans une phase où ils poussent pour créer les conditions qui fassent que vous, moi, on finisse par trouver normal que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Ce qui serait une provocation absolument incroyable contre les Russes. Et pour ma part, j'y suis absolument défavorable. Donc c'est comme ça que Poutine répond à cette menace-là? Oui, alors si vous voulez, là-dedans, il n'y a pas de gentil, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Bon, les États-Unis poussent d'un côté, du coup les Russes montent d'un cran, et ça s'appelle l'escalade. Alors l'escalade, on peut tous regarder ça en faisant la part des choses, mais il arrive un moment où ça peut devenir très dangereux, parce que quelqu'un perd son sang-froid et on déclenche des guerres. C'est comme ça que ça se passe. Les Européens se laissent embarquer derrière Joe Biden. D'ailleurs, Vladimir Poutine et Joe Biden sont en train de s'entretenir en visioconférence pour parler de cette crise. Ça, tant mieux, tant mieux. Il vaut mieux qu'ils parlent qu'autrement, mais les Européens, pas tous, il faut bien que nous rendions compte que nous avons manqué de parole aux Russes. On leur avait dit, si vous laissez tomber le mur, nous, on n'ira pas mettre l'OTAN à votre porte. Bon, ils ont laissé tomber le mur, et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis l'OTAN à leur porte. Et avec des gens qui sont extrêmement, comment dire, pour des raisons historiques, très crispés sur le sujet. Les Lettons, les Lituaniens, les Estoniens sont dans un rapport de conflit permanent avec la Russie. Et nous autres Français, nous avons été mettre notre doigt dans ce nid de frelons, ce qui est une belle erreur à mon avis, en mettant quelques troupes, je crois que c'est en Lettonie, et en acceptant qu'on installe des batteries antimissiles en Pologne qui en quelque sorte, couvrent la surface de la Russie. Tout ça, ce sont beaucoup d'erreurs. Moi, je suis pour la désescalade, et je redis, la Russie n'est pas un ennemi. Mais comment on y arrive à cette désescalade? Les Européens, Biden disent on menace de sanctions. Menace de sanctions. Pour vous, c'est de la gesticulation diplomatique? Oui, je pense que c'est... Non, mais ils ne respectent pas eux-mêmes l'embargo qu'ils mettent. Si vous voulez, c'est nous, pauvres Français, qui sommes toujours les premiers de la classe, là. Alors on respecte l'embargo, on perd toutes sortes de marchés. Qu'est-ce que ça a donné? Les Russes ont produit ce qui n'arrive plus, ce qui n'entre plus chez eux. Mais je crois que les Américains montent le ton, les Russes répondent de leur côté. Notre intérêt est de ne pas être partie prenante de l'escalade et de dire nous sommes les Français, nous avons nos propres intérêts. Et notre intérêt numéro un, c'est l'Europe n'est pas un champ de bataille. C'est la doctrine française depuis... Mais elle doit être solidaire de l'Ukraine, par exemple, l'Europe? Mais ça dépend pourquoi. Solidaire. Bah, si elle se fait envahir par la Russie. Ça. Et si c'est l'Ukraine qui envahit la Russie? Ça paraît voilà, le veto de Jean-Luc Mélenchon. Ah non, mais je sais bien. Je plaisante, je galère. Il y a quand même une démonstration de force des Russes actuellement. Non, pas actuellement. C'est la même depuis 2 ans. Et c'est parti. On n'a pas le temps ici de dire pourquoi et de quoi c'est parti. Mais comprenez une chose, c'est que si, au fait de la politique Disneyland, on n'arrive à rien. Nous, notre intérêt à nous, d'abord, c'est nous, Français. D'accord? Nous, Français, notre intérêt, c'est que tout le monde reste là où il est. Et qu'il n'y ait pas d'histoire. Alors justement, est-ce que, à propos des Russes, on va redire un mot des Russes qui se prépareraient, en tout cas à la demande de la junte militaire au Mali, d'intervenir pour faire fuir les djihadistes. Alors évidemment, ça ne plaît pas à la France. Cette force Wagner, est-ce que vous êtes pour qu'elle prenne le relais, en quelque sorte, de la France, ce qui ne plaît pas du tout à Emmanuel Macron, bien évidemment? C'est clair que je ne peux pas être pour ça. Mais... d'abord, commençons par dire que notons l'évolution moderne. De nos jours, des milices privées deviennent des pseudopodes des États. Alors les États-Unis ont le leur, qui a fait la guerre en Irak, qui a fait la guerre en Afghanistan. Contre de l'argent, hein. Bon, là c'est 100 millions. Wagner, à mon avis, est tellement lié au système russe que c'est pas possible que les Russes puissent dire non, c'est pas du tout ce qu'ils font. C'est leur juste de dire on ne sait pas. C'est une affaire privée. Bon, les gens achètent des guerriers comme ils achètent des carambars. Bon. Nous, Français, d'abord, on n'a rien demandé. Je vous rappelle que le Mali est aux Maliens, d'accord? Alors là, on s'est mis dans un embrouillis. Enfin, pardonnez-moi, Jean-Luc Mélenchon, mais c'était à la demande de l'État malien, de l'État malien, de venir en aide. Oui, absolument, vous avez raison. Nous avons des accords avec toute une série de pays d'Afrique. Alors donc, on pourrait commencer par dire, on aimerait bien revoir ce qu'il y a dedans. Parce que dans un tas de cas, on ne le sait pas. Premièrement. Deuxièmement, nous n'avons rien demandé. Ils nous ont demandé de venir. Le président Hollande a décidé... D'écrire des lettres. D'écrire une lettre.
Oui, oui, oui. Non, mais ils nous ont demandé de venir. On ne va pas dire que nous ne sommes pas allés autrement que demandés par eux. J'ai beau être en désaccord total avec ce qui s'est fait, je ne vais quand même pas nuire à mon pays. C'est eux qui ont dit qu'il fallait qu'on vienne. Donc, on a fait ce qu'il fallait. Mais après, on a oublié de dire ce qu'on faisait là. Donc, M. Hollande n'a jamais annoncé quels étaient les objectifs politiques. Éviter les djihadistes quand même de fondre sur Bamako. Oui, ça a été réglé en 48 heures. Donc ça veut dire, Jean-Luc Mélenchon, que maintenant, il faut revoir les objectifs et le dispositif de cette intervention. Emmanuel Macron a commencé à dire on va se retirer. Et d'ailleurs, c'est ça qui a provoqué la réaction du Mali, d'aller chercher peut-être la force Wagner en disant vous nous abandonnez, eh bien, on va prendre d'autres solutions. Non, attendez, doucement. Ce qu'il dit, c'est une chose qui nous intéresse, nous, c'en est une autre. Bon, donc quand cette affaire a été réglée, il fallait le faire. Bon, c'est bien. Le gouvernement en place, on en pense qu'on en veut, mais au moins, il y avait eu des élections. Je vous signale, alors, premièrement, nous, en France, on n'a voté qu'une seule fois cette guerre. Elle nous a coûté 5 milliards et elle nous coûte 2 millions d'euros tous les jours. On a quand même le droit de dire qu'on voudrait savoir jusqu'à quand et sous quelle forme. Alors, le gouvernement qui est en place, lui, il a été élu par personne. Il a fait un putsch, puis un gouvernement a été mis en place, et on a fait un deuxième putsch, et on se retrouve avec quelqu'un qui règle la vie de son pays dans des conditions telles que nous, Français, on a quand même le droit de dire, écoutez, monsieur, vous êtes bien aimable, mais tout de même, nous, on n'est pas là pour vous faire plaisir et pour vous servir de milice. J'ajoute qu'il règle très durement ses comptes avec l'opposition. Aujourd'hui, il y a eu l'arrestation de monsieur Omar Mariko, qui est un des dirigeants historiques de l'opposition et qui n'est pas un bolchevique échevelé. Hein, c'est quelqu'un d'assez tranquille, d'une manière générale, mais qui est dans ce processus de récupération de la démocratie qu'il y a au Mali. Car il ne faudrait pas réduire la vie du Mali à la bataille entre des djihadistes et un pouvoir militaire. Mais on reste pas. On reste pas. Est-ce qu'on peut se permettre de laisser le Mali face, comme on a laissé, comme les Américains ont abandonné l'Afghanistan, par exemple? Alors attendez, l'Afghanistan, c'est encore un autre sujet, mais est-ce que nous avons une chance quelconque d'arriver à un résultat? Attendez, commençons par nous demander lequel. Quel résultat disons-nous? La question est aussi, si on s'en va, qu'est-ce qui se passe? Parce que le résultat, je comprends votre démarche sur, oui, en effet, il faut avoir des objectifs, il faut savoir pourquoi on est là, et il faut le dire, peut-être le dire à la représentation nationale. Mais la question inverse, c'est si on s'en va, dans quel état on laisse ce pays, et avec quelles conséquences peut-être en France sur le terrorisme? Tout ça est fou. On croirait que c'est notre terrain de jeu. Non, c'est le Mali. Il y a des Maliens, c'est leur pays, c'est à eux de décider. S'ils nous disent, vous autres les Français, on vous a assez vu, partez. On part. On n'a aucune raison de rester là. Comment on leur demande? Non mais attendez, comment on évalue? Voilà la question. Comment on leur demande et comment on évalue le sentiment? Il y a les non, madame, tout ça, on n'est pas les gendarmes du monde et on ne traite pas d'une manière paternaliste les autres peuples. Hein. Les règles qui valent pour les autres s'appliquent aussi aux Maliens. Donc les Maliens font des élections, ils ont des dirigeants. Les dirigeants nous disent de rester, on discute. En l'occurrence, c'était un coup d'État. Pardon? C'était un coup d'État, là, la junte militaire. Alors, vous voyez bien qu'il y a un problème. Oui, donc nous sommes en train de faire une sorte de police à l'intérieur de ce pays pour un gouvernement qui n'a été élu par personne et qui pratique des coups d'État. Mais il faut arrêter de se dire, je comprends votre question, vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer si on s'en va? Mais on n'est pas les gendarmes du monde. C'est pas vous qui êtes malienne, c'est pas moi. Que les Maliens s'en débrouillent. S'ils nous demandent de les aider, on les aide parce que c'est un peuple frère. Oui, on évite les djihadistes de descendre jusqu'à la Côte d'Ivoire, et après en Méditerranée, et après... Et après à Paris. Enfin, écoutez, non, pas à Paris, l'Europe. D'abord, ce que vous appelez djihadiste, c'est un méli-mélo de trafiquants de cigarettes, de drogue et en effet de milices pour lesquelles la religion est un prétexte. Donc, si vous voulez, prenons tout ça au sérieux et occupons-nous de nous et des raisons pour lesquelles nous agissons. Et surtout, pardon, je veux terminer là-dessus. Moi, je tiens à ce qu'à la fin, on soit amis des Maliens. D'accord? Moi, je tiens à l'affection et au respect des Maliens. Donc, il faut se comporter d'une manière qui suggère l'affection et le respect. Vous êtes inquiet du sentiment anti-français qu'on note dans pas mal de pays? Pourquoi? Puisqu'on est là pour faire le bien, il n'y a aucune raison, non? Alors, vous voyez bien. Oui, vous avez raison. Oui, il y a un problème. Et puis, d'ailleurs, là, on vient de le dire, vous avez peut-être vu dans une émission sur une chaîne concurrente, j'ai demandé qu'on laisse passer la colonne française. Une colonne, un convoi militaire qui a été bloqué au Niger. Bah oui, dont on découvre qu'elle sort du Burkina, on se demande ce qu'elle faisait là, mais enfin bon. J'ai une autre question. Comme ça, oui, parce que je sais que ça nous intéresse. C'est un sujet dont vous parlez beaucoup en ce moment, c'est la dissuasion nucléaire. Et vous y réfléchissez tout haut en disant, dans le fond, est-ce qu'elle est encore efficace? Parce que la prochaine guerre qui va se passer, ce sera dans l'espace. Mais j'aimerais que vous développiez, parce que vous parlez de la démilitarisation de l'espace, et j'aimerais savoir si vous êtes...
Ben, la tête dans la guerre vous des avez étoiles. raison d'abord on va prendre dans l'ordre, parce que la démilitarisation de l'espace est un accord qui date de 1967. Normalement, il n'y a pas d'organisation militaire dans l'espace. Mais coucou surprise, les Américains ont décidé de faire un état-major de l'espace. Nous-mêmes, Français, notre président, sans rien demander à personne, a créé un état-major de l'espace qui est intégré à l'armée de l'air. Bon, alors maintenant, donc ça veut dire que l'espace est militarisé. Et on le savait, car les Chinois ont montré qu'ils pouvaient éclairer, c'est-à-dire détruire un satellite depuis la Terre. Les Américains, pareil. Les Russes viennent le faire dans des conditions assez inacceptables, parce qu'ils ont pulvérisé le truc, il y a des boulons partout. Et puis nous, Français, il est vraisemblable que nous savons aussi le faire, parce que nous en avons les outils et qu'en général, on sait tout faire. Alors donc, ça pose un problème. Si depuis la Terre, vous pouvez détruire un satellite qui organise vos connexions à Terre, bon, bah, tout ce que vous avez à Terre et qui est connecté ne sert plus à rien. Donc ça vaut la peine qu'on réfléchisse à quelle est la conséquence. Surtout, s'il est prouvé, peut-être le verra-t-on bientôt, que depuis l'espace, on peut aussi éclairer un objet qui est à Terre et le détruire. Ce qui rendrait à ce moment-là beaucoup de pays très vulnérables. Nous n'avons affaire qu'à ceux qui sont capables de faire ça. Vous m'avez compris? Que ceux qui peuvent tirer depuis le sol dans l'espace et ceux de l'espace dans le sol, donc on les connaît, ils sont 5-6 dans le monde. Donc, quelle riposte aurions-nous si nous sommes menacés? Moi, j'étais un partisan, je suis toujours un partisan de la dissuasion, c'est-à-dire, on dit aux autres, écoutez, nous, on veut la guerre à personne, mais si vous nous la faites pour un cheveu, tout y passe. Alors, ça s'appelle la dissuasion. Voilà, et nécessairement, tous azimuts. Donc, il faudrait une dissuasion dans l'espace. Alors, déjà, on en a une. Elle est nucléaire. Mais qu'est-ce qu'elle vaut si, depuis l'espace, on est capable de détecter nos sous-marins, si les câbles qu'on a mis en mer permettent de détecter nos sous-marins, et surtout, si ceux qui sont dans l'espace peuvent n'avoir rien à faire des sous-marins français et des bombes françaises, parce qu'on peut comment on organise Donc, il faut remettre à plat la politique de dissuasion. Alors, eh ben oui, voilà. Déjà, première conclusion, mettre à plat la politique de dissuasion. Deuxièmement, de toute situation compliquée, essayer de tirer un avantage. Si ça se règle depuis l'espace, alors qu'est-ce qu'on fait avec ces stocks de bombes? Il y a 6000 ogives nucléaires en Russie. Qui date de la guerre froide. Bah, il faut dire à tout le monde, écoutez, si ça sert à rien, alors on démantèle. Et on arrête d'avoir ce danger sur Terre, d'avoir toutes ces bombes, quelqu'un pourrait se décider à s'en servir. Il y en a des tas, donc si quelqu'un tire dans le tas, nous, Français, ça nous concerne. Parce que les Allemands ont fait une pile de bombes nucléaires américaines, là, c'est à notre porte. Nous-mêmes, nous sommes en danger pour nos voisins. Donc, on pourrait tirer de la nécessité de réorganiser notre dissuasion, eh bien, le fait de changer le dispositif nucléaire. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été notre Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de ça, on ne peut jamais le faire. Ben voilà, c'est fait. Merci Valérie Gasse et merci à Flore Simon et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.